merci à tous de cette session. Nous avons un panel d'intervenants vraiment formidable, donc sur un sujet qui nous a été demandé par un certain nombre de nos membres, puisqu'on a beaucoup de fondations d'entreprises dans notre panel de membres et aussi, comme le présentait tout à l'heure, vous le verrez dans le nouvel annuaire des fondations proposé par le CFF et il y a la session de présentation ce soir. Donc, les fondations d'entreprise qui peuvent être abritées, qui peuvent être des fonds de dotation, qui peuvent être tout simplement une fondation, je dirais, classique. Donc, il y a beaucoup de statuts différents. Et du coup, le sujet qui nous a été commandé, c'est de réfléchir au lien au plus et au moins, on va dire, entre les fondations d'entreprise et la démarche RSE de l'entreprise elle-même. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Marc Potra, notre délégué général, pour un petit mot d'accueil. Et puis ensuite, vous aurez les témoignages de la fondation Soprasteria, de la fondation Petzl euh, et de la fondation Léa Nature. Et puis, Yann Tanguy, d'Entreprise pour la Cité, qui nous présentera en introduction une vue d'ensemble avec des données. Voilà, je laisse la parole à Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci Béatrice et bien sûr Marie et Sandrine pour le travail que vous faites pour la coalition climat. Bienvenue à toutes et tous. Désolé pour ces petits soucis techniques encore une fois. Il y a en 2000 ou en 1999, je travaillais à Admical et nous avons à cette époque créé un groupe de travail fondation d'entreprise et RSE, qui était à l'époque présidé par Francis Lacloche, qui s'occupait du mécénat à la Caisse des dépôts. Et parce que avec l'émergence des rapports développement durable à l'époque, la loi NRE, la montée en puissance de cet outil nouveau, qui était au départ principalement du reporting extra-financier, se posait la question de la survie même des fondations. Beaucoup s'interrogeaient dans le monde du mécénat sur est-ce que les fondations et le mécénat va persévérer, va continuer à exister face à un outil, le développement durable, la RSE, qui, compte tenu du fait qu'il est ancré dans l'entreprise et dans son activité, va peut-être à terme supplanter les fondations et le mécénat. Le constat que l'on fait, évidemment, est très contraire à ça. Le secteur des fondations, notamment, a explosé et a plus de doublé en 20 ans. Et en fait, ce qu'on a constaté très, très vite, c'est que pour alimenter les rapports développement durable dans les toutes premières années, pour la partie relation avec les parties prenantes, bien souvent, les entreprises se tournaient vers la fondation, qui était un des rares services de l'entreprise à pouvoir, en tout cas proche de l'entreprise, à pouvoir avoir du contenu sur ces relations avec les parties prenantes. Aujourd'hui, là aussi, la situation a évolué. Il y a différentes réalités entre le directeur développement durable, directeur de la fondation travaillant sur un des aspects du développement durable, pas toujours l'environnement, souvent le lien social dans l'entreprise. Et donc, il y a aujourd'hui une foultitude de relations entre le mécénat, la fondation dans l'entreprise et sa stratégie de RSE. Et donc, le panel, et je remercie les 4 intervenants de ce matin, va illustrer cette diversité. Et je pense aujourd'hui une complémentarité plutôt qui se dégage, voire même une alimentation entre la stratégie RSE de l'entreprise et sa stratégie et ses actions de mécénat et le travail de ses fondations. Voilà, donc on va en savoir plus maintenant. Et je remercie tout particulièrement Yann Tanguy, qui dirige les entreprises pour la cité et avec qui nous sommes très heureux d'avoir produit cette année pour la première fois ensemble avec EY une très belle étude sur les fondations créées par les entreprises et dont une présentation va vous être faite par Yann. Voilà, donc je cède ma parole. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Donc, merci Yann. Nous t'écoutons attentivement pour ce panorama qui va resituer un peu le sujet, les enjeux, avec quelques chiffres, on va dire, éclairants. Merci, c'est à toi.
Merci Sandrine, merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous donner l'occasion d'intervenir dans ce réveil climat. Donc, je suis Yann Tanguy, je suis le délégué général de l'association Les Entreprises pour la Cité. J'en dis un tout petit mot. C'est un réseau d'entreprises et de fondations d'entreprises qui existe maintenant depuis plus de 35 ans. On a vocation à accompagner nos membres, donc les entreprises et les fondations, dans le développement de leur politique d'engagement. On a une forte focale sur les sujets diversité et inclusion. Et cette année, on souhaite d'ailleurs commencer à travailler la question de l'environnement avec nos membres, notamment en faisant les liens entre innovation sociale et environnement. Donc, vraiment ravi de participer ce matin à ce réveil climat. Donc, voilà, c'est l'occasion de vous donner effectivement quelques tendances, quelques chiffres clés issus de la 5e édition du panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. On le réalise depuis 10 ans maintenant avec EY et, comme le disait Jean-Marc, cette année avec le CFF. Très belle collaboration pour les 10 ans du panorama des fondations et fonds de dotation. Alors, quelques chiffres, mais avant un tout petit point de méthode. On a eu 117 structures qui ont répondu à notre enquête. Tous les 2 ans, c'est une étude qui comprend 2 volets. Un volet quantitatif avec des indicateurs qu'on suit régulièrement, tous les 2 ans, depuis 10 ans, ce qui nous permet de dégager quelques tendances. Et puis un volet plus qualitatif avec des témoignages, des avis d'experts, et vous retrouvez l'intégralité de cette étude sur nos sites respectifs, donc EY, CFF et les entreprises pour la cité. Là, on va se concentrer simplement sur quelques chiffres. Alors voilà, je vous disais, 117 structures ont répondu et parmi elles, la majorité sont des fondations d'entreprises autonomes. On a quelques fondations RUP, des fondations sous égide et un quart, on va dire, de fonds de dotation. Alors, premier chiffre qu'on peut vous partager sur les domaines d'intervention des structures répondantes. La tendance qu'on observe depuis 10 ans se poursuit. Ce sont les enjeux de développement humain qui restent au cœur de l'engagement des entreprises, avec un palmarès de tête qui est inchangé parmi nos répondants. Donc, l'action sociale occupe la première place avec une hausse de 7 points, 75% des répondants. Vient en second l'éducation, puis l'insertion professionnelle. Alors, c'est toujours un peu compliqué de délimiter ces champs et ces périmètres, notamment sur les enjeux humains. On y réfléchit en ce moment d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question de l'environnement, c'est quand même de plus en plus compliqué de la déconnecter des enjeux humains. Tout le sens du réveil climat, on agit bien pour les femmes et les hommes de la planète, mais enfin, voilà, c'est la répartition le découpage de périmètre qu'on avait pris il y a 10 ans, et on voit que globalement, les sujets d'intérêt traités par les fondations poursuivent la même progression. Alors, intéressant quand même ce matin, de remarquer que les fonds et fonds de dotation interrogés sont quand même 26% à s'engager sur des questions d'environnement. Alors là-dessus, on a eu peut-être une petite déception qui s'explique, qui est conjoncturelle, parce qu'il y a un léger recul de 4 points par rapport à notre enquête de l'année d'il y a 2 ans. On se dit que ça doit pouvoir s'expliquer par le recentrage des actions à cause de la crise sanitaire et sociale sans précédent qu'on a connue ces 2 dernières années, et que vraisemblablement les fondations ont parfois redirigé un peu leurs actions vers des enjeux directement sociaux et d'insertion.
Alors, slide suivante, second chiffre en transverse qu'on observe, c'est que s'agissant des moyens financiers, le budget annuel moyen est en légère hausse. Ça, c'est continu aussi depuis 10 ans. Donc, quand on s'interroge sur l'avenir du secteur, un très bon signal, c'est de voir que les budgets de fondations sont toujours plus élevés. Voilà, la majorité des fondations on dispose d'un budget entre 100 000 et 500 000 euros, et puis un gros quart parmi nos répondants qui disposent d'un budget de plus d'1 million d'euros. Alors, je passe au chiffre suivant, qui aussi, lui, est, il nous semble, un bon signal. C'est le montant moyen de l'aide financière par projet soutenu. En constante progression. En 2018, il était une belle progression. En 2018, il était à 10 000 euros. En 2022, il s'élève à presque 30 000 euros. Alors, ça s'explique mécaniquement par l'augmentation moyenne des budgets de fondation et fonds de dotation. Mais ce qu'on observe aussi, c'est probablement une plus grande sélectivité dans les appels à projets, un recentrage, une volonté de recentrage aussi des fondations sur des actions prioritaires, la volonté de suivre aussi des projets de façon pluriannuelle, de massifier son engagement envers des associations et leurs projets. Donc, à la fois volonté d'avoir plus d'impact au sein d'un projet, c'est-à-dire proportion de financement plus importante et un engagement pluriannuel. Je poursuis. Autre tendance intéressante, c'est que les fondations aujourd'hui articulent avec plus d'agilité et de volonté, je dirais, les différents modes d'engagement, avec aujourd'hui des fondations qui proposent ou qui coordonnent, articulent le mécénat financier avec du mécénat de compétences qui est parfois géré en leur sein, et également du mécénat en nature. Et c'est des belles occasions pour les entreprises mécènes de donner à voir tous les atouts qu'elles ont pour le soutien de projets associatifs. Voilà, souvent, on se concentre un peu sur le mécénat financier. Mécénat de compétences et mécénat en nature sont vraiment de très beaux relais d'engagement et complémentaires. Et puis en interne, ça permet de mobiliser aussi, d'avoir une communication différente, intégrée sur toute la valeur que représente une entreprise pour le secteur de l'intérêt général. Pardon, je poursuis encore un peu avec quelques chiffres sur les enjeux pour une entreprise à pratiquer du mécénat. Les deux là que je trouvais intéressants étaient le chiffre quand même de 93% s'agissant du développement de l'impact et de l'ancrage territorial. Ce qu'on voit, c'est que les fondations par les projets soutenus permettent de nouer des liens très intéressants sur d'autres liens que l'entreprise a l'habitude d'avoir avec les collectivités locales, les tissus associatifs territoriaux, et donc de confirmer son ancrage territorial. C'est voilà, de notre point de vue un levier de développement intéressant également pour l'entreprise. Et autre chiffre intéressant, 79%, presque 80% de fondations qui considèrent aussi que leur action leur permet d'expérimenter et de se placer dans des logiques d'innovation. Voilà, je parle seulement de ces deux chiffres, je vous laisse découvrir les autres. Donc, image et réputation, c'est classique, 73%. Alors, il y a souvent
un item là-dedans qui pose question, mais qu'on souhaite garder et finalement dont on est assez fier et qu'on assume, c'est favoriser le développement de son activité économique. On peut être réticent à répondre à cette question parce que voilà, on sait que les fondations et leurs entreprises poursuivent des buts différents, séparés. Néanmoins, ce serait un peu candide d'imaginer qu'il n'y a pas de lien quand on travaille sur la réputation, quand on travaille sur son ancrage territorial, c'est bien aussi qu'on souhaite travailler sur sa notoriété. Et donc aujourd'hui, les fondations nous répondent sur ce sujet et considèrent aussi que la fondation d'entreprise est un atout également pour le développement de l'entreprise. Voilà, un cinquième, beaucoup, à 20%. Alors, cette question donne lieu souvent à beaucoup de discussions animées et nous, on aime bien ces discussions. Je poursuis avec le sujet qui va plus nous intéresser par la suite avec les témoignages, avec les différents témoignages qui vont suivre. Et ce sont également de très bons signaux. On va parler d'un tout petit peu de gouvernance. Donc, on a aujourd'hui des fondations qui sont majoritairement rattachées à la présidence ou aux directions générales. Des fondations qui appartiennent parfois à la direction du développement durable et de la RSE, ce qui montre un peu dans le fil de ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, un début d'intégration en fait des sujets d'engagement pour l'entreprise et qui se matérialise très concrètement par le chiffre de 7%. Qu'on voit ici avec des fondations qui commencent à faire partie de directions de l'engagement. Les directions de l'engagement, c'est finalement assez nouveau. Elles permettent de réunir des sujets RSE, de mécénat, de philanthropie et mobilisation de collaborateurs, d'engagement en général. Et ça, on trouve que c'est un très bon signal parce que c'est le meilleur moyen finalement d'intégrer les enjeux et de faire en sorte que les équipes se parlent, trouvent les bonnes complémentarités, les bonnes synergies et des canaux de communication fluides. Voilà, on insiste un peu là-dessus parce que souvent on a considéré que les fondations étaient des appareils un petit peu satellites dans les entreprises. Et là, on voit que les sujets s'intègrent et c'est pour le meilleur pour le secteur de l'intérêt général. Voilà. Après, de façon résiduelle, on a des fondations qui sont encore attachées aux directions de la communication, parfois dans certaines filiales et plus marginalement aux ressources humaines. Dernier chiffre que je voulais vous partager qui fait la transition, soit la fondation d'entreprise aujourd'hui dans l'organisation. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte progression du renforcement des liens entre les directions, départements RSE et la fondation. Et aujourd'hui, vous voyez, quasiment toutes les fondations déclarent qu'elles ont des liens soit quotidiens, soit occasionnellement. Enfin, pas toutes les fondations, j'ai un petit peu exagéré, mais enfin, on est quasiment à, si on fait entre 46% quotidiennement, 52% occasionnellement. La tendance, en tout cas, est de se parler davantage. On a des responsables directeurs fondation et des directeurs RSE qui communiquent et, encore une fois, qui peuvent imaginer des prolongements dans leur action, des complémentarités, des relais qui prennent toute leur valeur pour les associations qui sont accompagnées. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé mon créneau, Sandrine. Merci Yann, c'est très éclairant tous ces chiffres et ça donne bien le contexte dans lequel maintenant on va pouvoir écouter le témoignage de la Fondation Léa Nature puisque Marina Poirou, donc directrice de la Fondation et aussi directrice du pôle philanthropie environnementale, va pouvoir nous expliquer. Et Marina, peut-être d'abord 2 mots sur la Fondation Léa Nature.
Oui, donc bonjour à toutes et tous. Ravie de participer à ce réveil climat. Donc moi, je suis Marina Poirot, je dirige la Fondation Léa Nature et le pôle philanthropie environnementale au sein de la compagnie Léa Nature. Donc, juste pour resituer, Léa Nature, c'est une entreprise familiale indépendante qui fabrique et distribue des produits bio et naturels dans le domaine de l'alimentation, de la santé. Nous sommes 2000 collaborateurs. Et en fait, depuis 2007, Léa Nature adhère au mouvement 1% pour la planète. Donc, 18 de ces marques sont membres. Donc, ça veut dire que 18 de ces marques donnent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Donc, on est rentré dans la philanthropie environnementale en 2017. Et pour situer, on a 2 marques principales qui sont les plus connues, qui sont Jardin Bioéthique et Sobioéthique. En 2011, en fait, pour renforcer cet engagement pour la protection de l'environnement, Léa Nature, nous avons créé la Fondation Léa Nature, qui est abritée par la Fondation de France. Et les soutiens sont fléchés principalement sur des projets d'intérêt général, nationaux et internationaux, 75% en national et 25% en international, avec 4 axes prioritaires qui sont l'agriculture écologique et solidaire, les sujets climat, forêt et transition écologique, protection de la biodiversité et les questions santé-environnement. En fait, on essaie de balayer tous les grands enjeux de la protection de l'environnement. Donc, nous sommes on peut passer à la slide suivante. Nous sommes une fondation qui est abritée par la Fondation de France. Parce que en fait, on a fait ce choix parce que pour nous, être fondation sous égide nous impose vraiment une vigilance respectueuse de l'éthique, notamment de l'importance de prévenir des conflits d'intérêts, parce que moi, c'était vraiment une question que je me suis posée quand on a créé la fondation et toute la partie philanthropie et mécénat. Et puis aussi soutenir vraiment des projets qui sont de l'ordre de l'intérêt général. Donc, nous fonctionnons par des appels à projets, mais pas que, en partenariat avec d'autres fondations et d'autres des ONG partenaires. Par exemple, actuellement, on a un appel à projet Transition agroécologique des territoires et résilience alimentaire en cours, qui est opéré par nous, par notre fondation. On a un appel à projet Grandir à travers la nature, qui est opéré par 4 fondations. Nous-mêmes, la Fondation Léa Nature, la Fondation Nature et Découverte, la Fondation de France et la Fondation Terra Symbiosis. Nous sommes 4 fondations abritées par la Fondation de France. Et un 3e appel à projet aussi sur les enjeux du foncier agricole et l'accaparement des terres que nous menons en partenariat avec une association, une ONG qui est la Fondation Terre de Liens. Donc ça, c'est assez spécifique puisqu'on est une fondation d'entreprise et on a un appel à projet commun avec une ONG, une association. Nous sensibilisons également par des prises de parole assez affirmées les citoyens et les responsables politiques. En fait, on fait des campagnes de communication aux enjeux environnementaux. On peut passer à la slide suivante. Nous avons un budget annuel de 2,3 millions, donc qui émane du 1% du chiffre d'affaires de nos marques. On soutient à peu près 180 projets par an. Et depuis 2007, ça fait à peu près 15 ans, on a dédié plus de 18 millions d'euros à des projets de protection de l'environnement. La protection de l'environnement fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. L'entreprise va fêter ses 30 ans en fait, l'année prochaine. Et avant d'être membre du 1% pour la planète, on était déjà présent sur la philanthropie environnementale. Entreprises et fondations sont très liées. La philanthropie environnementale a été intégrée en fait dans la stratégie de l'entreprise depuis le début, puisque l'entreprise a toujours estimé qu'elle avait une responsabilité environnementale d'intérêt général dans sa gouvernance et dans ses financements. Et au-delà, ce que je veux spécifier aussi, c'est qu'au-delà d'apporter des fonds aux associations ou aux ONG pour faire changer les choses, on travaille avec elles de manière très rapprochée pour accélérer les changements en interne. Par exemple,
quand on va travailler sur du développement R&D de produits, on va aller les consulter parce que pour moi, certaines ONG sont vraiment des experts, ont vraiment d'expertise. Par exemple, avec une ONG qui s'appelle Génération Future en France, qui travaille sur les sujets santé-environnement. On a beaucoup travaillé sur les perturbateurs endocriniens avec eux et les équipes R&D. On a beaucoup travaillé aussi avec la Sofrader Foundation depuis un certain nombre d'années sur le sujet, sur la problématique des emballages. Donc pour qui l'idéal, c'est de ne pas avoir d'emballage du tout, mais c'est un peu compliqué voilà, quand on est un industriel. Mais ça, c'est très, très intéressant en fait, de pousser les choses. Nous, en interne, on travaille beaucoup avec la direction de la communication et des engagements. On est dans le même bureau et on organise en commun, par exemple, une conférence annuelle qui regroupe 800 personnes qui sont et des collaborateurs et des citoyens rochelais. On fait intervenir des ONG, des associations qui sont les experts sur les sujets. Un point que je voulais souligner aussi, c'est que parfois, au niveau de la fondation, de la philanthropie environnementale, on a l'impression d'aller. Donc, nous, nos spécificités, c'est vraiment les enjeux environnementaux, climatiques. On a l'impression d'aller un petit peu plus vite dans la prise de conscience des enjeux climatiques. Et parfois, on peut choisir de financer des projets qui sont plus délicats à soutenir par des entreprises parce qu'ils vont être plus marqués dans leurs engagements, dans leur militantisme. Mais ce qui est super intéressant chez nous, c'est que c'est très assumé par la direction générale et on est très libre de nos choix. Puisque en fait, nos soutiens sont toujours fléchés pour défendre des causes d'intérêt général et pour faire bouger les lignes et faire bouger les causes. Donc, les soutiens qu'on apporte, ce n'est pas contre des choses, c'est vraiment pour faire bouger les lignes et faire bouger les causes. Voilà. On travaille, dernier slide, on travaille aussi pas mal avec les équipes marketing et commerciales. On met en place des opérations engagées pour sensibiliser les citoyens consommateurs aux enjeux environnementaux. Donc ça, c'est vraiment un souhait de la direction générale de faire redescendre les choses auprès des citoyens consommateurs. La traduction n'est pas toujours évidente à faire, mais c'est vraiment très intéressant en fait d'aller jusque-là, d'aller jusqu'au bout. Nous, nos consommateurs sont à 75% des consommateurs de la grande distribution. 65%, voilà, les 35% sont des consommateurs de ce qu'on appelle nous les réseaux spécialisés, magasins bio, magasins diète. Donc voilà, d'aller jusqu'aux citoyens consommateurs, c'est très intéressant de faire ce travail avec les ONG et les associations aussi. Et pour ce qui concerne les collaborateurs et les collaboratrices, depuis 2-3 ans, on organise ce qu'on appelle des rendez-vous en terre inconnue. Ce sont des chantiers participatifs qu'on mène au sein même des associations. Voilà, on les amène sur le plan de travail faire des chantiers participatifs. On fait des cycles de projection de films entre midi et 2 sur l'acculturation, sur les problématiques, sur les enjeux environnementaux. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est des cycles de projection qui sont faits toute l'année. Et là, les collaborateurs s'inscrivent, c'est sur la base de volontariat. Mais c'est comme un peu de la formation interne sur les enjeux. C'est hyper intéressant et ça répond bien. Et puis, on a aussi... on envoie aussi on permet aux collaborateurs de partir en congé solidaire, fléchés sur des programmes de protection de la biodiversité. On a à peu près une dizaine de départs par an qui sont financés par la philanthropie environnementale. Une spécificité, dernière spécificité, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes très engagés à travers notre fondation sur des prises de parole fortes sur certains sujets, donc toujours bien sûr avec les ONG. Ce n'est pas nous les spécialistes, pour nous ce sont les ONG, les associations qui en leur sein ont vraiment des experts très pointus sur certains sujets. Ils viennent souvent en appui scientifique voilà, pour communiquer sur des problématiques et des enjeux. Ces campagnes de communication se font, c'est un budget mutualisé avec la direction des engagements et de la communication. Donc là, vous avez 3 exemples. Donc ça, c'est des communications qui sont faites sur des grands supports nationaux. On a fait une communication sur les sujets, sur les problématiques des perturbateurs endocriniens, une autre sur les sujets des déchets et sur la pollution des océans, et une autre campagne de communication sur l'huile de palme dans les carburants.
dans les biocarburants, voilà, toujours effectivement avec des ONG et des associations experts sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Marina. C'est vraiment très, très éclairant, c'est très riche. On ne mesure pas tout ce qu'il y a derrière les actions de la Fondation La Nature. Merci beaucoup. Et vous allez très, très loin avec les parties prenantes. Donc, merci pour ce premier témoignage et nous allons enchaîner avec le second. Donc, je vais céder la parole à Dominique Lambert. Donc, tu es responsable solidarité du groupe Soprasteria, délégué général de la Fondation. Et tu as plein de choses à partager avec nous de cette fondation qui a 20 ans maintenant. On t'écoute. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, On t'entend formidablement bien. bon, d'accord, très bien. Oui, donc effectivement, Moi aussi, bien sûr. je suis donc Dominique Lambert. J'ai en charge au sein du groupe Soprasteria la solidarité et pour le périmètre France, la Fondation Soprasteria Institut de France. Donc, juste en 2 mots, Soprasteria est un des leaders majeurs de la tech en Europe, en fait, on propose des services de conseil numérique et de logiciels pour accompagner la transformation numérique de nos clients. Et la fondation Soprasteria, qui a été créée effectivement il y a une vingtaine d'années, puisqu'on a fêté nos 20 ans l'année dernière, elle a un objet qui est l'inclusion numérique. Et alors, elle s'inscrit en fait dans le cadre de la direction responsabilité d'entreprise du groupe Soprasteria, où on a 4 piliers, le pilier environnement, le pilier social, le pilier marché et le pilier solidarité, donc que je coordonne au niveau du groupe. Et au niveau du groupe, on a une plateforme solidarité qui est donner accès à l'éducation, donner accès au numérique et à l'emploi à des publics vulnérables, plus un autre axe qui est le droit à l'eau. Et c'est décliné dans tous les pays et en France avec la fondation Soprasteria qui est abritée par l'Institut de France et qui a cet objet donc de l'inclusion numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On soutient des projets solidaires numériques d'associations qui ont une dimension soit sociale, soit environnementale, autour de 2 grands axes, l'innovation et l'entrepreneuriat social, parce qu'on a de fortes valeurs entrepreneuriales. Nos 2 entreprises, Soprasteria, ont vraiment été nées autour de ces valeurs. Et on a choisi d'avoir donc un focus dans 3 domaines, tout ce qui est éducation, formation, inclusion sociale, professionnelle, culturelle de publics vulnérables et préservation des ressources de la planète, puisqu'on estime que le numérique a un rôle important à jouer dans ce domaine. Alors, ce qui est très important, c'est que depuis l'origine de la Fondation, et à l'époque, il y a 20 ans, c'était très pionnier, tous les projets sont parrainés ou marrainés par des collaboratrices, collaborateurs de l'entreprise qui vont partager leurs expertises pour faire grandir les projets des associations en mode bénévolat. J'insiste, bénévolat. C'est-à-dire que ça part vraiment de la motivation des collaborateurs. Donc, ils vont par exemple… Alors, c'est ouvert à tous les collaborateurs. On est 20 000 collaborateurs en France. Évidemment, on est une population majoritairement d'ingénieurs et de consultants. Donc, ça va beaucoup être des expertises techniques, fonctionnelles, aider au pilotage de projets, tutorat, aider dans la relation avec un prestataire. Et ça, pour nous, c'est vraiment… cette fondation, elle a vraiment été voulue pour être un terrain d'action à la base pour que les collaborateurs puissent s'engager. Et dernier point, c'est le prix Entreprendre pour demain qu'on organise tous les ans, qui s'adresse aux jeunes générations, où là, l'idée, c'est de les challenger pour qu'ils nous proposent des projets, toujours dans l'objet de la Fondation, qui répondent à des enjeux sociétaux avec l'aide du numérique. Et là, cette année, pour la 20e édition, on est sur une thématique autour de l'environnement, justement, comment le numérique peut contribuer à construire un monde plus durable, sobre et solidaire. Voilà, on va peut-être passer au slide suivant. Je vais vous parler un peu de la gouvernance, parce que c'est un peu en lien avec la thématique. Donc, c'est un peu particulier, on est une fondation qui est abritée par l'Institut de France. Et à ce titre, donc c'est l'Institut de France qui a la personnalité morale et juridique. Le président, c'est donc le chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, notre ancien ministre de l'Éducation nationale. Et on a donc notre directeur général groupe adjoint, qui est le directeur général de la Fondation, avec un conseil d'administration paritaire, qui est composé de managers Soprasteria, qui sont également les fondateurs, et de membres de l'Académie des sciences.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, la fondation, elle a été créée avant la constitution de la direction responsabilité d'entreprise et développement durable. Et elle a été créée grâce à des dons de collaborateurs, managers qui étaient actionnaires salariés, qui avaient contribué à créer l'entreprise sur la base de l'actionnariat salarié. Et au moment où on a été coté en bourse, eh bien, en fait, il n'y avait plus lieu d'avoir la société de portage des actions. Et donc, il y a un don qui a été fait à l'Institut de France pour créer la fondation. Et sinon, au niveau opérationnel, on a un comité de pilotage donc, qui est composé des référents fondation sur tous les sites et qui va représenter la fondation, qui va renseigner les bénévoles, bon, on organise des cafés solidarité. Donc, comme vous l'avez compris, en termes de parties prenantes, nos parties prenantes, c'est majoritairement les collaborateurs et voilà, l'idée, c'est vraiment, on est sur vraiment des thématiques très proches de thématiques RH en termes de motivation, de fierté d'appartenance, bien sûr d'image également. On peut passer au slide suivant. Quelques chiffres pour finir. Alors, juste pour illustrer, mais ce qui est important pour rebondir sur les parties prenantes, pour illustrer ces chiffres, c'est que en plus des collaborateurs, on travaille avec des associations depuis le début de plus de 80 associations, des écoles, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, d'universités. Le prix Entreprendre pour demain s'adresse à des étudiants et à des jeunes entrepreneurs. Donc, dans les parties prenantes, on a aussi tout l'écosystème de l'innovation, de l'économie sociale et solidaire. Pour nous, ça fait partie aussi des parties prenantes et donc indirectement de nos clients. Alors, vous voyez qu'on a soutenu de nombreux projets avec des parrains marraines. On n'est pas sur une logique quantitative, on est vraiment sur une logique qualitative. On n'a pas des budgets énormes et c'est pas là-dessus c'est pas ça qui va faire la différence. Franchement, c'est plus toutes les actions qu'on va mener en interne, faire en sorte que les collaborateurs puissent s'engager au service des associations, parce que nous, on croit beaucoup que, d'abord, on sent qu'on a un collectif très engagé qui a envie de le faire, et que ça peut contribuer à faire monter leurs compétences. Le fait de leur faire découvrir le monde de l'économie sociale et solidaire aussi, et c'est une vraie valeur ajoutée qui est reconnue par les associations qui apprécient vraiment l'accompagnement d'experts. Voilà. Je sais pas, je pense que je peux m'arrêter là. Merci Dominique, c'est absolument passionnant, t'écouterai pendant des heures parce qu'effectivement, derrière tout ça, il y a des chiffres tout à fait parlants et puis l'engagement des collaborateurs est particulièrement marqué à la Fondation Soprasteria. Alors, on va enchaîner sans plus attendre avec encore un troisième profil de fondation avec Petzel. Stéphane, donc tu es chargé de projet, est-ce que tu peux nous en dire plus? Petzel, ça nous fait rêver, c'est la montagne. Raconte déjà qui est Petzel et la Fondation, comment vous fonctionnez? Oui, bonjour à tous. En fait, déjà, Petzel, c'est une entreprise qui est une entreprise familiale qui fabrique effectivement du matériel pour les sports de montagne et les activités professionnelles liées au métier de la verticalité, donc pour les cordistes en fait. En gros, tout ce qui permet de monter ou descendre sur corde. Donc, c'est des casques, harnais, mousquetons, et puis pour les activités en montagne, les piolets, les crampons, etc. La Fondation Petzel, elle a été créée en 2006 avec une volonté très forte de son président, donc Paul Petzel, pour servir le milieu dans lequel l'entreprise s'est développée. Ça, c'était quelque chose de très important pour lui et qui d'ailleurs nous a beaucoup marqué aussi dans les projets que nous avons choisis, ou que nous soutenons en tout cas, puisque nous intervenons dans les mêmes secteurs d'activité de la marque, donc soit les sports en montagne, encore une fois, ou les professionnels sur corde. Mais il y a 3 axes qui ont été définis au démarrage pour la Fondation. Le premier, c'est, comme vous le voyez à l'écran, prévenir les accidents, et notamment dans le milieu vertical, encore une fois, professionnel ou montagne. Ça, c'est une notion qui est très importante pour nous parce que Petzel fabrique ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle, et qui implique une sécurité qui doit être une sécurité zéro défaut. Donc nous, Fondation, on va aller souvent plus loin sur la prévention des accidents en soutenant des associations qui vont, par exemple, faire des formations, ou bien on va soutenir des études, notamment on vient de terminer une étude sur l'accidentologie des sports de montagne, qui nous permet donc de mieux connaître la réalité des accidents et donc, à terme, de mieux pouvoir
les anticiper et donc former les personnes qui vont en montagne, les alpinistes notamment. Un autre point qui est, ah non, on est toujours sur la slide précédente, qui est important pour nous, et c'est le troisième que vous voyez sur l'image, découvrir la montagne. Pour nous, c'est à la fois encourager la découverte de la montagne pour les populations qui n'y ont pas accès, que ce soit pour des problèmes de handicap physique ou handicap mentaux, ou bien pour des questions d'accès financier, accès social. Il y a beaucoup de gens qui habitent notamment dans les villes, et autour de nous, qui habitons à Grenoble ou Chambéry, des populations qui habitent dans les villes, dans les quartiers, qui voient la montagne de loin, mais qui n'y vont jamais. Donc, l'idée, c'est aussi de les aider à y accéder. Et puis, c'était au départ plus un aspect scientifique, comme on le voit sur l'image, pour mieux connaître nos milieux. Et depuis cette année, le deuxième axe que vous voyez à l'écran, accompagner la transition écologique, qui était plus tourné vers la protection de l'environnement montagnard, est devenu qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner la transition écologique. Donc, je vais en parler juste un peu plus tard, développer ça. Juste pour vous donner un petit périmètre financier, donc les ressources de la fondation, comme c'est une fondation d'entreprise, viennent de l'entreprise. On était à 460 000 € en 2021. Et depuis 2022, donc depuis cette année, on a une dotation qui a augmenté de 100 000 € par an, qui est dédiée à cette transition écologique et qui va être renouvelée d'ailleurs, on le sait déjà, en 2023 et on en est très heureux. Donc, si on passe à la slide suivante, donc je voulais revenir sur la question de la transition écologique et pourquoi en fait s'engager dans la transition écologique. Donc ici, on parle bien des préoccupations environnementales, hein, qui est un des piliers de la RSE. La Fondation a souhaité travailler en cohérence avec l'entreprise Petzl, qui elle-même s'est engagée à réduire son intensité carbone de 50% en 2030 par rapport à 2019. Et puis, surtout, il est urgent de se préoccuper de la transition écologique et des impacts climatiques. Comme vous le savez peut-être, la montagne est aux avant-postes du changement climatique, puisque les Alpes sont déjà réchauffées de plus 2,3 degrés depuis 1850. Pour rappel, dans les vallées, c'est plutôt autour de 1 degré. Donc, pour les Alpes et la montagne, c'est énorme. Donc, nous avons décidé de lancer un appel à projet cette année, en collaboration avec la Fondation Snow Leader, qui intervient dans les mêmes milieux montagne que nous, pour encourager la transition écologique en montagne, avec pour 3 objectifs: réduire les émissions de carbone, régénérer la biodiversité et encourager la sensibilisation au changement climatique. Donc, cet appel a été lancé à l'été 2022. Nous avons reçu 40 projets. Pour nous, c'était un peu inattendu. On ne s'attendait pas. C'est notre premier appel à projet en commun et on ne s'attendait pas à en recevoir autant. 12 qui ont été présélectionnés et puis le jury a récompensé 7 lauréats, juste là, début décembre, pour un budget total de 64 000 €. Donc, en commun avec la Fondation Snow Leader, chacun a mis pour moitié, donc 32 000 € chacun. Et pour nous, c'était à la fois très intéressant de travailler avec la Fondation Snow Leader parce qu'il y avait vraiment une synergie entre nos deux fondations, que ce soit pour l'efficacité au niveau de la communication, par exemple, et puis surtout un plaisir à travailler ensemble pour soutenir des projets qui sont des projets communs qui nous concernent, avec des projets très différents et très enthousiasmants. Alors, je ne vais pas vous donner la liste, mais vous pouvez la retrouver sur nos sites web respectifs rapidement. Alors, pour passer à un autre sujet, donc sur la slide suivante, je voudrais vous parler de l'engagement des salariés, puisque la question était aussi de comment articuler la mission et le fonctionnement de la Fondation avec celui de l'entreprise. Pour nous, ça a été assez important dès le début. Enfin, en tout cas, depuis 2017, nous avons engagé les salariés avec, chaque année, nous proposons un appel à projet qui est à destination des salariés de l'entreprise, mais des salariés qui sont impliqués bénévolement dans des projets d'intérêt général. Donc, donner son temps à des causes qui tiennent à cœur, c'est aussi donner du sens à ces actions. Et par sa fondation, en soutenant les projets dans lesquels les salariés ont choisi de s'investir et qui sont d'ailleurs de plus en plus ancrés dans le social, donc finalement assez loin de nos métiers d'origine en lien avec la montagne, l'entreprise permet ainsi à ses collaborateurs de s'engager dans le monde associatif
et d'apporter eux aussi une contribution positive à la société. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis de plus, les projets sont choisis par un jury de salariés dont les projets ont été soutenus l'année précédente. Ce qui fait qu'il y a chaque année un cercle, on peut dire un cercle vertueux, en tout cas qui permet aux salariés à la fois de proposer des projets, mais aussi de voir comment ils sont choisis par la suite. Je vais aller sur la slide suivante. Donc, pour rentrer un petit peu plus au cœur du projet, finalement, est-ce que les dynamiques RSE et celles de la Fondation sont convergentes ou indépendantes? Alors, pour nous, clairement, elles sont convergentes. Même si la Fondation Petzl existe depuis 15 ans, elle existe bien avant que la RSE ne se soit déployée dans l'entreprise, qui a été vraiment mis en place à partir de 2020. Mais en fait, très vite, la Fondation a été associée aux démarches de la RSE. Et ça, on peut dire aussi que c'est de par sa relation avec le monde non marchand. Donc, la Fondation peut apporter un regard qui est tourné vers l'extérieur et c'est un regard qui est plutôt constructif pour l'entreprise et notamment pour la mise en place de la stratégie RSE. Et puis, ça rejoint pleinement les missions d'intérêt général de la Fondation. Et nous avons été donc sollicités pour participer à l'élaboration de la stratégie RSE de l'entreprise et aussi la définition de la raison d'être de la marque. Donc, la raison d'être de Petzl, qui est toute nouvelle, je vous la donne. Nous rendons plus sur la progression dans les environnements périlleux, donc qui correspond à la fois effectivement à l'entreprise, bien entendu, mais aussi à ce que peut faire la Fondation par rapport à ses engagements. Aujourd'hui, nous travaillons en cohérence, ce qui nous permet de se compléter et se renforcer, à tel point qu'il a été décidé donc en 2021 de ne plus publier un rapport d'activité propre à la Fondation, mais un rapport d'engagement, comme vous le voyez à l'écran, qui est un rapport d'engagement commun. Ce premier rapport va précise déjà la stratégie RSE et détaille les projets qui sont menés au quotidien pour transformer l'entreprise. Et bien entendu, il y a une présentation de la mission de la Fondation et de ses projets. Et ça permet effectivement d'apporter à la fois une contribution positive à la société et puis davantage de sens au travail de chacun. Alors, on peut parler du cheminement qui nous a amenés à là et puis de la pédagogie. Ça n'a pas été si simple non plus de mettre en place des actions à la fois menées par la RSE et par la Fondation et de voir aussi quelles étaient les limites de chacun. Mais on y travaille et on avance petit à petit avec la pédagogie, que ce soit en direction de l'entreprise ou même parfois de notre président. On pourrait y aller plus loin, mais je crois que le temps est déjà… Merci Stéphanie, tu as tout compris. Je n'osais pas t'interrompre parce que ce que tu nous expliques et présentes est très vivant, c'est très riche, tout comme Marina et Dominique. Et finalement, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que vos témoignages viennent corroborer ce que Yann a présenté sur les grandes tendances du début. Peut-être vos rapports de fondation ou ce rapport d'engagement que tu nous expliques, peut-être les partager avec nous dans le chat. Ce qu'on observe vraiment, c'est cette notion de synergie avec la RSE, d'implication de parties prenantes. On va jusqu'au client quand on parle chez Léa Nature, on parle beaucoup des collaborateurs. Alors moi, j'ai une question à vous poser peut-être, en attendant qu'il y ait des questions peut-être de nos participants. C'est la notion de la temporalité. Les fondations sont souvent sur des sujets de long terme, de moyen terme. L'entreprise est plutôt habituée à piloter des exigences financières de court terme. Comment ça se passe, cette articulation d'échelle de temps entre les structures? Je ne sais pas qui veut faire un petit témoignage. Moi, je l'ai vécu chez Chris, quand j'ai dirigé Chris et que j'avais ma fondation, on n'était pas sur les mêmes échelles de temps et on avait du mal à articuler les sujets entre eux. Donc, c'est peut-être intéressant de vous écouter. Donc, moi, je veux bien intervenir. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de temps, mais ça, c'est une question d'éducation aussi des gens avec qui on travaille, le marketing ou la communication ou les RH. On ne peut pas aller aussi vite qu'eux, ça c'est sûr. Et ça, il faut vraiment l'imposer, il faut qu'ils le comprennent aussi, parce qu'on travaille aussi avec le monde associatif, qui n'ont pas la même échelle de temps que nous. Et nous, on travaille beaucoup plus en profondeur sur des thématiques qui sont des enjeux sociétaux, des enjeux sociétaux d'intérêt général. Même si on est très conscient du business et des impératifs qu'a l'entreprise. Donc, chez nous, ça a été
une éducation, en fait, parce que justement, quand je parlais des opérations commerciales qui sont faites en magasin, il fallait tout de suite une réponse d'une association pour retransmettre aux clients distributeurs, etc. Et là, nous, on a été assez strict, on a dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on doit en amont discuter avec les assos, les ONG qui doivent en parler en conseil d'administration, ça, il faut qu'ils soient d'accord, qu'ils le répercutent à leur conseil d'administration. Donc, il y a eu une éducation qui s'est faite et ça se fait très bien, en fait. Tout ça, c'est une question aussi de pédagogie. Bon, voilà, c'est mon point de vue. Un complément de témoignage peut-être? Oui, moi je veux bien en apporter un aussi à ce sujet parce que de notre côté, à l'opposé de Marina peut-être, on a beaucoup de projets que nous menons par nous-mêmes et du coup, on va souvent beaucoup plus vite que l'entreprise à ce niveau-là. Et alors, oui, on peut dire c'est assez étonnant, mais par exemple, on a publié un mémento des techniques montagne qui a été publié il y a déjà plus de 10 ans maintenant, qui rassemble toutes les techniques de la montagne que l'on a pu répertorier et notamment qui est basé sur les dessins techniques de Pézel qui sont très très bien faits. Et c'est quelque chose qui était attendu depuis déjà longtemps par l'entreprise et que nous avons pu faire. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'études. Je vous parlais de l'accidentologie tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut, étant indépendant finalement, on peut aussi mener à bien le projet de A à Z et donc de les structurer de façon à ce qu'ils sortent selon une temporalité qui nous appartient et qui peut aller parfois assez vite finalement. Merci Stéphane. Dominique, voilà. Peut-être moi, ce que je dirais, c'est que c'est vrai qu'il y a une dichotomie, parce que, bon, en plus, on est une entreprise dans le monde de la tech où tout va très vite, on travaille beaucoup avec des jeunes, et la temporalité de l'Institut de France est plus dans la réflexion, et donc c'est beaucoup de pédagogie que font les membres du conseil d'administration, du comité de pilotage auprès de tous nos interlocuteurs en interne pour voilà, faire comprendre. C'est vraiment une découverte. C'est deux mondes différents qui ont appris à se connaître, je dirais, à travers des projets et à reconnaître ce que les uns et les autres peuvent apporter. Mais au début, c'est vrai que ça a été un peu un choc de culture au début. C'est pas évident, on peut tout à fait le concevoir. Alors, je prends une précaution oratoire. Nous aurons 3-4 minutes de dépassement par rapport à nos 9h30 habituels parce qu'on a eu un tel souci technique et ça serait dommage de ne pas prendre le temps pour ces échanges, cette partie de convivialité très importante. Je prends au vol la question d'Emmanuel Rochoux qui nous demande pour la Fondation Pézel, vous parliez des limites ou périmètres différents entre mécénat et RSE. Auriez-vous un exemple? Stéphane. Oui, alors en fait, c'était plutôt dans le rôle en fait, de qui peut faire quoi. Je vous parlais un petit peu de pédagogie, je l'ai à peine évoqué tout à l'heure, mais en fait, on s'est posé la question notamment sur la réduction des impacts. Donc, le rôle de la RSE, c'est bien de réduire les impacts de l'entreprise, donc de tout faire pour que les produits soient éco-conçus, pour qu'il y ait moins d'impact possible. Mais la question qui s'est posée finalement aussi assez rapidement a été mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer par la fondation pour finalement faire la déduction de ces impacts? Et là, ça a été notre rôle, nous, de faire de la pédagogie, de dire, non, la fondation, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour réduire les impacts, mais en lien avec les associations extérieures, et elle ne peut pas, elle, prendre en charge les impacts de l'entreprise. Et donc, ça a été un petit peu la discussion, et qui a été assez intéressante d'ailleurs, qui nous a permis de nous construire. Ça a été aussi un cheminement entre la RSE, la Fondation, et qui nous a permis d'avancer conjointement tout en ayant un rôle de plus en plus défini. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais… En tout cas, c'est un exemple, une illustration tout à fait intéressante qui, à mon avis, peut être aussi partagée dans d'autres structures, notamment parmi des structures qui nous écoutent, ce matin. Alors, je ne vois pour l'instant pas d'autres questions. Moi, j'avais une question aussi sur… est-ce que quand les fondations liées à l'entreprise et l'entreprise ont des thématiques trop proches, est-ce qu'on ne peut pas être soupçonné côté entreprise d'être un peu dans la récupération et d'être limite, on va parler de greenwashing? Je ne sais pas si vous avez vécu ça, les uns ou les autres, si vous voulez témoigner. Oui, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu tout au début. Moi, j'ai toujours été extrêmement claire à la fois vis-à-vis de l'externe et de l'interne, que
la limite, elle est très, très claire, à savoir qu'on est là pour aider des associations, on est là pour aider le monde de l'intérêt général dans leurs problématiques numériques solidaires et qu'à aucun moment, on pourrait, nous, par exemple, fournir des prestations informatiques pour des associations. Donc, ça a été dès le début extrêmement clair. Et là, ça fait très longtemps que c'est plus du tout un sujet. Non, c'est plus du tout un sujet parce que nous, encore une fois, le biais, c'est les collaborateurs, c'est l'engagement des collaborateurs et les associations apprécient ça énormément. Donc, c'est plus du tout un sujet aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui est posée par Climate Chance. A-t-on une idée de la volumétrie, c'est-à-dire les montants engagés, le nombre de fondations en France impliquées sur les actions et les projets climat? Alors, on a eu des éléments transmis par Yann. Je ne sais pas si Yann veut rebondir sur cette question de Climate Chance. Non, nous, au titre de l'étude, on ne saura pas extrapoler nos résultats pour répondre à cette question, malheureusement. Je me dis que peut-être par contre les travaux en cours au CFF, là, avec la présentation de ce soir et les chiffres consolidés de l'ensemble du secteur, pourra permettre d'y répondre. Voilà, donc nous essayons effectivement au CFF de collecter ces données. Globalement, on dit toujours que c'est à peu près 3% des montants financés par les fondations qui vont vers des sujets environnementaux, en tout cas au niveau européen. Et pour nous, eh bien, il y en a un peu plus puisque c'est des fondations qui ont choisi de s'engager. Et je vois que Jean-Marc veut compléter ma réponse, donc je le laisse répondre. Merci beaucoup. Peut-être juste vous indiquer, donc là, effectivement, le CFF lance ce soir son site dans lequel il y a un annuaire. Dans cet annuaire, il y a 6782 fonds et fondations. C'est un annuaire que nous allons mettre au moins 1 an pour mettre à jour correctement. Il est relié au journal officiel pour tout ce qui est au journal officiel. Et chaque fondation a un accès pour mettre à jour elle-même ces données. Il y a un certain nombre de données qui ne sont pas des données légales et donc qui sont fatalement estimées, et notamment estimées par nous. Sur 7000, évidemment, là aussi, probablement, nous sommes passés à côté d'un certain nombre de sujets. Néanmoins, nous avons, grâce à ça, des datas qui vont être mis à jour au fil de l'eau, et je pense qu'elles seront plus sécurisées, on va dire, d'ici une petite année. D'ores et déjà, j'ai sous les yeux en termes de champ d'intervention principal. Donc, est-ce qu'on dissocie en fait dans cet annuaire les champs d'intervention principaux et les champs d'intervention secondaires? Certains en ont beaucoup, des champs d'intervention secondaires, et certains interviennent de la même manière en fait sur plusieurs champs. Donc tout ça, c'est évidemment à pondérer. Mais d'ores et déjà, je vois qu'il y a 603 fondations sur environ 7000 qui ont indiqué en champ d'intervention principal l'environnement, ce qui fait un tout petit peu moins de 10%. Voilà, pour donner déjà une tendance chiffrée, sans avoir d'informations sur leur poids. Leur poids économique, c'est un autre sujet sur lequel on travaille, mais là qui nécessite un peu de temps. Et merci de cette précision, effectivement, et on va se donner rendez-vous tout à l'heure. Béatrice va nous donner dans 1 minute les prochains rendez-vous de la CFFC. Juste une petite précision qui est demandée dans le chat pour terminer par Vincent. Il n'y a pas de mention dans le panorama EY sur les placements des fondations et fonds. Chez Axilia, ils estiment que les émissions embarquées à travers les placements peuvent être 2 fois supérieures à celles de l'entreprise fondatrice. Ça, c'est intéressant. Et du coup, peut-être je te cède la parole, Yann, et nous redire quand est-ce que paraîtra le prochain panorama des fonds et fondations sur lequel donc, nous sommes en partenariat, le CFF, avec EY. Donc notre publication, c'est tous les 2 ans. Donc, on se donnera rendez-vous dans 2 ans. On essaie de toute la difficulté d'une étude comme celle-là et de la maintenir dans la durée, c'est-à-dire que les enjeux évoluent avec le temps, les pratiques évoluent, et donc voilà, comme toutes les enquêtes, on est dans cette dialectique de garder ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire les questions qu'on pose depuis le début, mais parfois dont l'intérêt peut varier, et puis d'ajouter des nouvelles questions. Donc là, commentaire,
voilà, très intéressant qu'on pourra intégrer aussi dans le fil des questions qu'on posera dans 2 ans et commencer à collecter des données sur ce sujet. Merci Vincent pour une précision. Pour la question, absolument. Merci Voilà. en tout cas à tous les intervenants et je cède tout de suite la parole à Béatrice pour les prochains rendez-vous puisque le temps file. Voilà, juste pour Merci. compléter sur le dernier point, donc effectivement, en plus des 600 et quelques fondations que Jean-Marc a mentionnées, il y a bien sûr surtout toutes celles dont l'enjeu principal n'est pas l'environnement, mais qui soutiennent des projets et investissent aussi dans des sujets environnementaux. Donc sur l'aspect financier, je vous rappelle également, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on a produit il y a peu de temps un guide pratique finance et climat pour les fondations, dans lequel vous avez à la fois des chiffres et des données sur comment faire pour vous y mettre. Donc n'hésitez pas. Et Marie, tu peux passer au dernier slide puisque ça me fait une transition. On Voilà. monte également une formation sur le sujet, sur comment mettre en place le manifeste, donc dont la partie climat, comment faire dans vos actions internes, dans vos actions de sensibilisation, dans les projets et programmes, etc. Donc ça sera également une partie de la réponse pour tous ceux qui s'investissent de cette manière, puisque je rappelle que notre manifeste n'est pas du tout revendicatif, mais en fait, c'est une forme de plan d'action pour intégrer les critères, je vais les qualifier d'environnementaux, mais c'est en incluant la biodiversité, les zones humides, le climat, etc., etc., dans tout ce que vous faites, pour être très simple. Et donc, en écho à cela, on vous invite le 19 janvier, donc pour le prochain Réveil Climat, à écouter les résultats d'une étude grand public qui s'intitule Parlons Climat, qui a été faite par Destin Commun, et dans laquelle on verra qu'il y a beaucoup d'échos, évidemment, avec le monde de la philanthropie. Et puis, en février, ce sera sur les forêts, avec, je dirais, toutes les approches de différentes fondations et aussi les enjeux actuels pour lesquels je ne vais pas vous faire de dessin. Voilà, donc nous terminons ce réveil climat avec 10 minutes de décalage liés à tous ces problèmes de connexion pour lesquels je vous remercie tous d'avoir fourni les efforts nécessaires pour que ce soit réussi. Et je vous souhaite une excellente journée, sachant qu'au CFF, on embraye avec un cercle des territoires. Et puis ce soir, donc vous l'avez entendu et réentendu, le lancement du nouveau site et de l'annuaire des fondations. Voilà. À très bientôt. Au revoir et bonne fête à tous ceux que je ne reverrai pas.